Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se penche un peu sur la Meuse pour en découvrir 5 histoires, contes ou légendes. Celle d'une créature maléfique, d'un bossu mal avisé, d'une sainte martyre, d'une sœur un peu trop bavarde et d'une chasse infernale sur fond d'amour tragique. Je vous propose de commencer dès maintenant. Nous commencerons cette série avec une créature assez connue dans la Meuse, et même dans d'autres endroits de la Lorraine. J'ai nommé le Warabouk. Un monstre qui serait lié au temps des sorcières, des sabbats et des rituels occultes. Certains diront le diable lui-même. On la situerait beaucoup dans les forêts du nord de la Meuse. Elle aurait d'ailleurs, selon la légende, fait de la forêt de Verneuil-Grand son repère. Mais ce n'est pas là une bête chasseuse, ou encore sanguinaire. Quoique, si je commençais par vous dépeindre son portrait d'abord. Comme vous l'aurez remarqué dans son nom, il y a bouc, et il s'agit donc effectivement d'un être hybride, mi-homme, mi-bouc. Le corps d'une créature humanoïde marchant sur deux jambes, surmontée d'une tête de bouc. Les descriptions divergent, mais toutes s'accordent sur ce mélange. Ce sont ces occupations qui sont pour le moins inattendues. Si toutes les créatures que nous avons vues jusqu'ici n'étaient pas forcément très intelligentes, plus des prédatrices ou des tourmenteuses, le Warabouk n'est pas de cela. Non. Il aurait pactisé avec les sorcières, ou bien vice-versa. De là, la créature organiserait de grands sabbats, des rassemblements de sorcières ou de mages occultes avec comme seul dénominateur commun une grande passion pour le satanisme, capable de parler, de raisonner, et certains diront même beaucoup plus intelligente que nous ne pourrions jamais l'être. Cependant, la créature n'était pas invincible. Alors qu'elle sévissait dans la région, tourmentant les habitants par ses occupations, une jeune fille se leva contre elle et décida de traquer la créature, seule car peu étaient enclins à réellement s'opposer face à une telle puissance. La jeune fille s'en alla trouver la bête qui commit une erreur, la prendre de haut, lui laisser le temps d'agir. Elle effectua un signe de croix et de sa prière, elle rendit le Warabouk aussi inoffensif qu'un agneau, dont elle saisit les cornes aussitôt. L'animal n'eut d'autre choix que de la suivre, contraint par une puissance supérieure. Elle tira donc le Warabouk à la vue de tous, montrant à quel point la créature qu'ils avaient tant craint n'était pas si dangereuse. Jusqu'à la basilique d'Aviot, la créature fut humiliée, et une fois entrée dans ce lieu saint, elle s'embrasa et disparut dans les flammes. C'est en tout cas ce que raconte la légende. La créature reste emblématique dans le coin, et son effigie est d'ailleurs visible dans la fameuse basilique. Non loin de Gondrecourt se trouve un endroit appelé la Côte des Fées, un coin magique qui a été pendant longtemps un lieu de rassemblement pour sorciers, gnomes, fées et lutins, ainsi que de nombreuses autres créatures magiques. Le conte que je vais vous raconter pourrait venir de n'importe où en France en réalité, mais il y a également bien sa place dans la Meuse, l'histoire du bossu aux deux bosses, qui nous apprend à demander gentiment les choses et de ne point les exiger comme un dû. À Dainville vivait un bossu. Souffrant de sa malformation chaque jour qui passait, il vivait comme il le pouvait, de cueillettes et des fruits de sa chasse. C'est d'ailleurs un jour qu'il revenait de la forêt après avoir relevé ses pièges, au crépuscule, qu'il passa non loin de la côte des fées. Un étrange chant arriva à ses oreilles et en s'approchant, il vit gnomes, lutins, fées et sorciers danser en chœur, chantant 4 mots à répétition, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Intéressé par cette valse engageante, il s'avança vers eux et profitant d'une pause dans le refrain, le compléta. Vendredi, samedi, dimanche. Presque aussitôt, il fut entouré par toutes les créatures qui l'invitèrent alors à se joindre à la danse. Mais l'homme répondit qu'il lui était impossible pour lui de danser à cause de sa bosse. Il n'avait pas eu le temps de finir sa phrase, qu'il en fut débarrassé par leur magie.
L'homme dansa alors un temps avec eux avant de s'en aller, non sans les avoir remerciés de tout son cœur, euphorique d'avoir été ainsi soulagé de son poids. Mais arrivé dans son village, on se pressa pour savoir comment il s'était soigné, et à force, il finit par avouer la vérité. Il s'avère qu'un autre bossu vivait dans ce village, et ce bossu, bien qu'heureux pour son comparse, avait une femme qui insista pour qu'il se rende auprès de ces créatures magiques. Malgré sa réticence, se faire insulter de couard et subir l'insistance de cette dernière finit par le faire céder. Le second bossu se rendit donc à la côte le même jour de la semaine, à la même heure, pour se proposer de rejoindre leur groupe. Mais les créatures, intriguées, se demandèrent s'il serait capable de les suivre avec sa bosse. L'homme proposa alors qu'il lui enlève dans ce cas. Le ton qu'employa l'homme déplut fortement aux créatures magiques. Elles étaient aussi connues pour avoir leurs humeurs. Ainsi, plutôt que de lui enlever sa bosse, elles lui placèrent la bosse du premier sur le ventre. L'homme devint alors doublement bossu et n'eut que ses yeux pour pleurer, alors qu'il revenait en peinant au village. Sur place, on raconte qu'il congédia sa femme et subit le reste de sa vie le double du poids qu'il aurait dû avoir. Ainsi s'achève ce petit conte, ou plutôt une morale en un sens. Ce n'est pas parce que certains ont plus que vous êtes en droit d'exiger les mêmes dus. Du moins, c'est ainsi que je l'interprète. Comme il est de coutume dans nos contrées fortement marquées par la religion chrétienne, encore une sainte ayant fait une vie peu ordinaire. Encore une histoire de martyr, même si elle n'a jamais réellement été considérée comme telle dans la grande majorité du culte. Au-delà de l'histoire de la sainte, il s'agit également de l'histoire de deux époques qui se chevauchent, celle où les vénérations passaient doucement d'un dieu à un autre. Ainsi, avant la chrétienté, l'on vénéra Jupiter et une statue fut même bâtie en son honneur. Ce fut au milieu de tout cela qu'Idolette grandit, simple gardienne de troupeau, connue pour sa beauté et sa discrétion. Mais il s'avéra bien vite durant cette période que la femme était aussi douée de miracles. Car un jour d'été, alors que son troupeau avait grand soif, elle frappa le sol de sa quenouille et fit jaillir une source qui porte aujourd'hui son nom. De sa quenouille en bois naquit peu à peu un champ d'épines blanches aux rameaux fleuris, offrant de l'ombre à l'endroit. Ces talents ne passèrent pas inaperçus, et d'autres petits miracles achevèrent de convertir de nombreux habitants à la croyance du Dieu unique, ce qui amena la région à être divisée et troublée pendant un temps. Les fidèles détruisirent la statue de Jupiter, et face à cela, les anciens dieux se fâchèrent, insistant auprès de leurs prêtres pour que ceux-ci ne laissent pas un tel affront impuni. De l'autre côté, l'on dit que c'est Lucifer lui-même qui aurait manipulé les prêtres. Quoi qu'il en soit, ils entraînèrent les fidèles à accuser Idolette d'amener le trouble dans le pays. Malheureusement, deux des frères de la bergère étaient des fervents adeptes du culte de Jupiter, et accusèrent la jeune femme aussi. Elle n'eut que deux solutions, choisir sa foi ou sa vie. Elle renonça donc à sa vie, et fut exécutée en martyr, ce qui par ce geste acheva de convaincre les derniers indécis de se convertir, et fit basculer la balance en la défaveur de Jupiter. Sainte Idolette a donc fortement marqué le coin. Une chapelle aurait même existé en son honneur, mais aujourd'hui complètement détruite. Quoi qu'il en soit, Idolette n'apparaît dans aucun martyrologue, et son histoire n'a demeuré que par le biais des croyances locales. Du moins, de ce que j'ai pu comprendre. Il y a bien longtemps de cela, un ermite vivait seul avec sa sœur dans l'ermitage près de la chapelle dédiée à Saint Montan. L'endroit était connu pour son jardin abondant et pour son fourrage de qualité, à tel point que l'occupant ne manquait jamais de rien. L'ermite était d'ailleurs nommé par l'abbesse de l'abbaye royale des Dames bénédictines de Juvigny. L'ermite avait pour habitude de partir faire la quête dans les villages alentours en compagnie de son âne, pendant que sa sœur travaillait pour le bien-être commun. Elle s'était d'ailleurs attiré les bonnes grâces de nombreuses châtelaines des environs. En famille, frères et sœurs s'entendaient vraiment bien, et avaient une complicité assez rare. Cependant, sa sœur avait la fâcheuse tendance, lors de sorties mondaines avec d'autres châtelaines, à partager les confidences que le frère recueillait des villageois alentours. Et arriva le jour funeste où une lettre de l'archevêque de Trèves fut donnée en main propre à l'ermite, demandant à celui-ci de partager l'intégralité des comptes et revenus des pèlerinages. Ce qui était fort déplaisant, car l'ermite n'avait jamais tenu aucun compte. L'abbesse qu'il avait nommée n'en avait jamais parlé non plus. Les jours suivants furent tendus, l'ermite se défiant de la langue trop pendue de sa sœur qui pouvait être en cause de leur malheur. Ainsi leur lien familial s'étiola peu à peu, chacun ayant peur que l'autre lui fasse définitivement défaut. Mais ils n'avaient fait qu'œuvrer chacun de leur côté pour le bien des autres et n'avaient jamais réellement accumulé de richesses. L'hiver approchait doucement
et la sœur reçut la visite d'un ami en rêve, Saint-Montan lui-même, qui lui souffla une idée à la fois simple mais subtile. Le lendemain, elle proposa à son frère qu'il prenne un sac de poires chiches, une sorte de poire séchée qu'on utilise principalement comme nourriture durant l'hiver, afin qu'il l'amène en offrande à l'évêque comme preuve de leur pauvreté. L'ermite, conquis par l'idée, s'en alla alors voir l'évêque au cours d'un long voyage. Tout ce temps, la sœur tint sa langue et tous les environs crurent que l'homme était simplement malade. À son retour, l'ermite était heureux d'annoncer que le plan avait marché. L'évêque, fort bien disposé par un présent aussi humble que précieux, car il s'agissait là d'un sac de réserve pour passer l'hiver, y changea d'avis et n'exigea plus de compte. On peut dire que la leçon fut de taille. L'ermite ne douta plus jamais de sa sœur, mais cette dernière apprit à tenir sa langue pour ne pas lui faire défaut à nouveau. Car les informations vont et se déforment vite. L'ermitage vécut en paix depuis, et plus jamais rien ne vint troubler la sérénité de cet endroit. Sans cette apparition en rêve, leur problème ne se serait peut-être jamais résolu. Mais cette histoire est un peu plus longue que cela, j'ai dû fortement la résumer bien évidemment. La leçon en revanche qu'elle offre n'en est pas moins importante. Tenir sa langue parfois peut nous éviter bien des soucis plus tard. Cette histoire est longue également. Elle nous conte la vie d'un homme floué puis trahi, celle du comte Hugues, un homme autrefois bon. Il avait pour épouse dame Arlette, qui était plus que bien vue par les locaux, et un intendant qu'on surnommait Tête de Loup, qui était connu pour son physique ingrat. Ce dernier saisit l'occasion lors d'un voyage de son seigneur pour courtiser la dame, mais celle-ci refusa ses avances. Alors, l'homme était bien décidé à se venger d'elle. Il plaça un pourpoint dans la chambre de la dame et fit croire au comte que cette dernière l'avait trompé. La rage de Hugues lorsqu'il découvrit le tissu fut telle qu'il condamna aussitôt la femme à lui fournir des explications qu'elle ne pouvait lui donner. Alors, elle subit une sentence que je ne vous décrirai pas ici. Pour faire simple, elle fut placée dans un tonneau et jetée en bas d'une longue pente. Personne ne pouvait y survivre. Mais lorsque le tonneau arriva en bas, fracassé contre un rocher, aucun corps ne fut visible. Non, une simple souris blanche en sortit avant de s'enfoncer dans une fissure du sol. De là, une fontaine jaillit alors, marquant l'endroit à tout jamais. Longtemps plus tard, Hugues fit d'ailleurs bâtir une chapelle pour s'amender de son crime. Le comte, qui fut quelque peu décontenancé par un tel événement, rentra au château avec son intendant. La rage s'estompa dans le temps, laissant place au regret. Plus aucun de ses serviteurs ne lui adressa la parole, et l'endroit dépérit, ne laissant qu'une seule personne souriante dans le lieu. Tête de Loup, l'intendant. Convaincu peu à peu par ses soldats, le comte, vieillissant et dont la vue s'étiolait, finit par avoir un soupçon envers l'homme souriant. Il finit alors par faire ce qu'il aurait dû faire, écouter les témoignages, et tout concorda à accuser l'intendant, qui finit par avouer lui-même son crime. L'épée du comte s'abattit presque aussitôt sur l'homme. Mais à cet instant, un immense loup avait surgi dans la cour du château et s'était enfui dans la forêt voisine. Il nargua chaque jour le seigneur du haut de la butte d'où était parti le tonneau. L'homme n'y tenant plus, fit appeler son escorte et partit à la chasse au loup. L'animal, pas vraiment inquiété, s'en alla tranquillement dans la forêt. Il ne parvint jamais à vraiment l'approcher, les flèches, lances et autres armes ne faisaient que glisser sur son pelage. Le loup était pourtant monstrueux, titanesque, mais rien ne pouvait l'atteindre. Cette chasse prit de telles proportions que tout ce qui se trouvait sur son passage finit en miettes. La forêt finit par la craindre, les animaux se cachaient, les fleurs se refermaient, et même les oiseaux, pourtant hors des limites de cette terrible chasse, se faisaient discrets. Le loup était bel et bien l'esprit de l'intendant, bien décidé à hanter le comte. Hugues, désespéré, trempa sa tête dans la source d'eau, et implora le pardon de tout son être. Sa femme lui apparut alors, et lui offrit un baiser en guise de pardon, avant de faire disparaître le loup avec la lance que tenait son mari. L'animal enfin disparu, Hugues put finir ses jours dans la paix. Voilà qui clôture cette vidéo. J'espère que les histoires vous auront plu. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir. Cette semaine, je mettrai en ligne la première vidéo du format dont je vous ai parlé. Pour le prochain épisode de nos histoires au coin du feu, nous repartirons vers le centre de la France. Un indice disons que si vous connaissez la Mique, alors vous êtes sur la bonne voie. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.